Bonjour à tous, je suis Alice Hatchwell-Duverger, je suis PUPH en pneumologie pédiatrique et je travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler des atteintes pulmonaires et des connectivites de l'enfant. Les atteintes pulmonaires des connectivites de l'enfant peuvent être multiples. Il peut s'agir en effet de pneumopathie interstitielle, que nous appellerons PID pour la suite du topo, d'hémorragie intra-alvéolaire, d'épanchements pleuraux. Il peut s'agir aussi d'une atteinte des muscles respiratoires, donc on va parler d'une atteinte de la paroi thoracique, une atteinte du contenant, et plus rarement d'hypertension artérielle pulmonaire ou de pneumopathie d'inhalation. Ces atteintes et ces complications sont de fréquence et de gravité variables selon les maladies et selon les données disponibles. Elles sont rarement révélatrices de la connectivite, elles peuvent être aiguës ou chroniques. Initialement, elles peuvent être asymptomatiques, ce qui est souvent le cas. À l'inverse, elles peuvent parfois être très bruyantes et mettre en jeu le pronostic vital de façon très rapide. Nous allons maintenant exposer les différentes atteintes maladie par maladie. Si l'on s'intéresse à la sclérodermie systémique ou SSC, c'est une maladie très rare chez l'enfant, mais l'atteinte respiratoire est fréquente et elle est souvent grave. Il y a 3 types d'atteintes principalement possibles. La pneumopathie interstitielle, qui peut mettre en jeu le pronostic vital à long terme, l'hypertension pulmonaire, qui est plus souvent primitive que secondaire à l'hypoxémie, la pneumopathie d'inhalation, qui va être secondaire à l'atteinte œsophagienne de la sclérodermie, et plus rarement, il peut y avoir une atteinte musculaire, notamment des muscles respiratoires du diaphragme, ou plus rarement par une sclérose cutanée du tronc qui peuvent entraîner une limitation des volumes respiratoires lors de la respiration. Ces complications dans la sclérodermie systémique sont souvent sévères, surtout la pneumopathie interstitielle qui peut donc mettre en jeu le pronostic vital à long terme, les pneumopathies d'inhalation qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Et il faut savoir que dans la sclérodermie de l'adulte, l'atteinte cardio-respiratoire est la principale cause de décès. Nous allons nous intéresser principalement à la pneumopathie interstitielle diffuse ou PID dans la sclérodermie systémique. Il s'agit d'une atteinte fréquente dans la sclérodermie de l'enfant puisque dans une cohorte, la cohorte de Foldvari publiée en 2022, cette atteinte concernait 44% des patients qui avaient des lésions scanographiques de pneumopathie interstitielle diffuse sur une cohorte de 86 enfants. Cette atteinte est corrélée avec la gravité du syndrome de Raynaud et la positivité des anticorps anti-SCL70. Les symptômes respiratoires chroniques sont variables. Souvent, l'atteinte est paucisymptomatique, en tout cas au départ, c'est-à-dire que l'enfant peut être parfaitement asymptomatique alors même qu'il existe déjà des lésions interstitielles scanographiques, d'où l'importance du screening systématique. On en parlera plus tard de l'intérêt ou non de ce dépistage systématique au diagnostic. Lorsqu'elle est symptomatique, le symptôme le plus fréquent va être la dyspnée d'effort et dans des formes très évoluées avec fibrose étendue. L'enfant peut même présenter une dyspnée de repos et une hypoxémie à l'effort puis au repos. Les EFR vont classiquement montrer un syndrome restrictif avec une baisse de la DLCO. Attention, elles peuvent être normales initialement alors même que là aussi il existe déjà des lésions pulmonaires interstitielles. Il est donc important de combiner les EFR avec le scanner car dans cette série de 2022, il était montré que les EFR seuls pouvaient manquer jusqu'à 60% des patients qui avaient déjà des lésions au scanner. Au scanner, le tableau est celui d'une PIN, c'est-à-dire une pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante avec une localisation initiale de type Four Corner Sign, que l'on va voir dans la diapositive suivante. Cette PID est souvent de mauvais pronostic avec une évolution vers une fibrose pulmonaire et surtout elle est de mauvais pronostic car les traitements dont nous disposons aujourd'hui sont souvent pas assez efficaces pour vraiment ralentir la progression de cette fibrose pulmonaire. Les traitements dont nous disposons, et nous en parlerons dans la seconde partie, reposent en première intention sur le mycophénolate mofetilor-salsette et on peut aussi, dans certaines formes plus sévères, discuter du cyclophosphamide, du tocilizumab ou d'autres traitements avec une place de plus en plus importante des antifibrosants, en tout cas chez l'adulte et sans doute bientôt chez l'enfant. Ici, un exemple d'atteinte pulmonaire interstitielle fibrosante chez une patiente pédiatrique présentant une sclérodermie systémique. Donc, vous voyez ici les images au diagnostic de la maladie lorsqu'elle avait 7 ans. Cette patiente n'avait alors encore aucun symptôme respiratoire. Ses EFR étaient normales et pourtant, sur le scanner, vous pouvez déjà visualiser des lésions interstitielles avec ce fameux Four Corner Sign, c'est-à-dire que l'on a des lésions qui prédominent dans les régions sous-pleurales antérieures et supérieures et dans les régions sous-pleurales postérieure et basale comme vous le voyez ici. On voit que déjà au diagnostic chez cette patiente, nous avons des lésions de type fibrosante avec des lésions kystiques en rayon miel dans les régions antérieures et supérieures et puis dans les régions postérieures, on a
pour l'instant des lésions en verre dépoli au diagnostic. Lorsque l'on suit cette patiente, 5 ans plus tard, elle est cette fois symptomatique avec une dyspnée d'effort. Elle a par ailleurs développé une scoliose à l'adolescente qui n'a pas de rapport avec sa sclérodermie. Et aux EFR, elle a un syndrome restrictif avec une DLCO basse, une désaturation au test de marche. Et on voit que sa maladie fibrosante a progressé malgré les multiples lignes de traitement dont elle a bénéficié, avec une extension du rayon miel que l'on retrouve toujours dans ces zones supérieures et antérieures, avec une extension de l'atteinte qui devient plus diffuse et qui n'est plus limitée à cette localisation de Four Corner Signs, et puis des lésions fibrosantes aux bases et dans les régions postérieures qui sont aussi importantes. Ici, un autre exemple d'une jeune fille diagnostiquée à l'âge de 6 ans, qui est actuellement 13 ans et demi, et je vous montre l'évolution de ces scanners sur les différentes années. Donc en 2017, au diagnostic, elle avait déjà une dyspnée d'effort, mais qui était modérée, et on peut voir des lésions avec du verre dépoli, toujours dans les zones antéro-supérieures et et là je vous ai mis uniquement les segments supérieurs, mais il y en avait aussi dans les bases. Et puis d'année en année, vous avez la progression tous les 2 ans. On voit que d'abord ces lésions antérieures et supérieures s'aggravent avec apparition de lésions kystiques et de rayons miel, que les lésions ne sont plus uniquement sous pleurale, mais qu'elles deviennent plus diffuses en parenchyme pulmonaire et qu'elles s'étendent même à d'autres régions du poumon. Et ici, actuellement, une forme très évoluée de fibrose pulmonaire avec vraiment un poumon détruit, malgré là aussi de multiples lignes de traitement. En ce qui concerne les myopathies inflammatoires, donc nous allons parler de la dermatomyosite juvénile et du syndrome des antisynthétases. Les principales complications sont la pneumopathie interstitielle, où là nous allons pouvoir trouver non seulement le pattern de pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante, mais aussi des patterns de pneumopathie organisée. Nous allons voir quelques exemples sur des diapositives avec des images de scanner. Là aussi, la maladie peut se compliquer de pneumonie, d'inhalation en cas de trouble de la déglutition par atteinte des muscles pharyngo-laryngés. Il peut s'agir parfois de formes inaugurales, c'est rare chez l'enfant. Il peut y avoir une atteinte des muscles respiratoires qui va entraîner donc une faiblesse respiratoire globale et donc un défaut de ventilation avec une diminution des volumes mobilisables, une hypertension pulmonaire. Chez l'adulte, ce qui est bien montré, c'est probablement un peu moins vrai chez l'enfant, c'est qu'on a une valeur diagnostique et pronostique du profil auto-immun. Les anticorps antisynthétases et notamment les anticorps anti-JO1 sont associés à ce qu'on appelle le syndrome des antisynthétases avec une atteinte respiratoire dans 80% des cas chez l'adulte. Et cette atteinte respiratoire interstitielle est corrélée avec le phénotype de main de mécanicien, l'atteinte musculaire, les arthralgies et le phénomène de Raynaud, alors que pour d'autres auto-anticorps, notamment les anti-MDA5 qui sont vraiment un marqueur d'atteinte interstitielle rapidement progressive chez l'adulte, et là aussi on voit que ce n'est pas forcément le cas chez l'enfant, et d'autres anticorps comme les anti-KU, les anti-PMSL et les anti-RO52 associent une atteinte surtout avec la peau et le poumon, des ulcérations cutanées et une atteinte respiratoire dans 90% des cas. En ce qui concerne donc les atteintes interstitielles des myopathies inflammatoires juvéniles, il s'agit d'une atteinte fréquente puisque dans la série monocentrique de Necker, chez 72 patients, on retrouvait 39% d'atteintes pulmonaires interstitielles et cette atteinte est retrouvée même jusqu'à 50% dans les séries publiées. Il peut s'agir de 2 formes principales de pneumopathie interstitielle. La pneumopathie interstitielle aiguë ou rapidement progressive qui peut mettre en jeu le pronostic vital et qui peut être révélatrice de la maladie. On va le voir avec 2 illustrations cliniques dans les diapositives suivantes. Et il peut s'agir aussi d'une pneumopathie interstitielle chronique qui est souvent polysymptomatique de type pneumopathie organisée ou pneumopathie interstitielle et qui était en général de meilleurs pronostics que les atteintes interstitielles fibrosantes de la sclérodermie systémique de l'enfant. Voici 2 exemples de pneumopathie interstitielle rapidement progressive chez des patientes pédiatriques présentant une dermatomyosite juvénile. Ce cas, qui a été récemment publié dans la littérature, apporte une jeune fille taïwanaise de 17 ans, sans antécédents, qui présente tout d'abord une syncope sur un fond de faiblesse musculaire évoluant depuis 1 mois, associé à une polyarthrite et un archébiotrope. Le diagnostic est rapidement posé d'une dermatomyosite avec des anticorps anti-MDA5, avec des CPK élevés et une myosite sur l'IRM. Cette patiente ne s'améliore pas avec les premières lignes de traitement qui reposent sur des corticoïdes oraux et du méthotrexate, puis une seconde ligne rapide avec du cyclophosphamide et des bolus de corticoïdes, et elle développe rapidement des symptômes respiratoires avec une fièvre, une toux et une hypoxémie progressive.
Un lavage broncho-alvéolaire thérapeutique est réalisé dans un premier temps pour éliminer une infection chez cette patiente fortement immunodéprimée, avec des images scanographiques qui retrouvaient surtout des images de condensation alvéolaire qui pouvaient être compatibles avec une infection. Sur ce lavage sont identifiés un staphylocoque et un pneumocystis pour lesquels elle est traitée, mais cela ne permet pas d'amélioration. Elle s'aggrave, elle nécessite une ventilation continue avec une trachéotomie. D'autres lignes de traitement sont mises en place et elle est rapidement mise en circulation extracorporelle pour être conduite à une transplantation pulmonaire en urgence qui est réalisée 4 mois après le diagnostic de la dermatomyosite juvénile. Et dans cet article, nous avons un suivi de 6 mois qui est favorable. Je vous présente maintenant le deuxième cas d'une enfant qui a été prise en charge récemment à Robert Debré et à Necker. Cette patiente est une jeune fille de 8 ans, d'origine malienne, sans antécédent, qui, lorsqu'elle est hospitalisée, a une asthénie et une fatigabilité qui existe à peu près depuis quelques semaines, sans plus de précision, associée à une perte de poids, à une arthralgie de la cheville gauche, et elle consulte pour une gêne respiratoire pour laquelle elle est rapidement hospitalisée dans son hôpital de proximité. Elle est ensuite transférée en réanimation car elle s'aggrave. À l'examen, on note aussi des discrètes lésions pulpaires au niveau des doigts. Il n'y a pas d'atteinte musculaire évidente et donc devant ces lésions cutanées très discrètes, alors qu'était suspectée au départ une infection chez cette jeune fille, le diagnostic de dermatomyosite anti-MDMA 5 amyopathique est posé avec des CPK normales et une CRP négative. Vous voyez à droite les lésions scanographiques présentées par cette patiente. Il s'agit d'une pneumopathie alvéolo-interstitielle qui est caractérisée par des condensations alvéolaires bilatérales, essentiellement en verre dépoli, mais avec des zones plus condensées, et associée à une complication que l'on voit parfois dans d'autres cas aussi dermatomysite, avec un pneumothorax et un pneumomédiastin, qui traduit le fait d'une diminution très rapide de la compliance du parenchyme pulmonaire en lien avec l'inflammation. Cette patiente, après avoir été transférée en réanimation, a bénéficié de plusieurs lignes de traitement, notamment immédiatement des anti-JAK qui sont de plus en plus utilisés dans des formes sévères de dermatomyosite juvénile avec du baricitinib. Elle a également reçu des immunoglobulines intraveineuses à dose curative, du cyclophosphamide, des bolus de corticoïdes, mais malgré tout, elle a continué à évoluer et a eu donc des lignes de traitement qui sont complètement hors des habitudes avec du daratumumab et du tacrolimus devant l'absence d'amélioration. Cette patiente a été transférée ensuite à Necker pour mise en place d'une circulation extracorporelle et elle a été transplantée avec une transplantation pulmonaire réalisée à 3 mois du diagnostic en super urgence. Actuellement, après 6 mois de suivi de la transplantation, elle va bien. Mais les patients qui présentent une dermatomyosite juvénile et un syndrome des antisynthétases peuvent aussi présenter une pneumopathie interstitielle chronique. Pour la présentation clinique, le tableau est similaire à celui de la sclérodermie systémique avec des patients qui sont souvent peu symptomatiques. Il en est de même pour le pattern scanographique initial, mais on va le voir, l'évolution est souvent plus favorable que dans la sclérodermie systémique. Là aussi, le dépistage systématique de cette atteinte est important pour la prise en charge et le pronostic. Le symptôme le plus fréquent, mais qui apparaît souvent alors que les lésions sont déjà présentes, est la dyspnée d'effort. Les EFR vont retrouver un syndrome récessif avec une baisse de la DLCO. En ce qui concerne le scanner, ces atteintes sont surtout retrouvées chez les patients avec des anticorps anti-MDA5 et antisynthétase, où on va avoir donc cette pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante. Et puis dans d'autres formes de DMJ, notamment avec des anticorps anti-SAE, on peut voir une pneumopathie organisée. Le risque d'évolution fibrosante pour la PINS, comme je l'ai déjà dit, est moins important dans la sclérodermie systémique avec un meilleur pronostic. Il semble également de meilleur pronostic, cette atteinte fibrosante interstitielle de l'enfant semble être aussi de meilleur pronostic que chez l'adulte, car en dehors des 2 rares cas extrêmement rares que je vous ai présentés précédemment, lorsque le début de la pneumopathie interstitielle est progressif et chronique, on constate, en tout cas dans nos séries, un pronostic moins délétère que chez l'adulte lié à la présence d'anticorps anti-MDA5. Les traitements reposent surtout sur le mycophénolate mofétine, mais aussi éventuellement sur le méthotrexate et les anti-JAK. En ce qui concerne les caractéristiques de cette pneumopathie interstitielle chronique, récemment, nous avons réalisé un travail avec le docteur Bernard-Meunier et le docteur Capucine-Durand pour étudier une cohorte rétrospective monocentrique de l'hôpital Necker sur 56 patients avec une dermatomyosite juvénile et un scanner et des EFR au diagnostic. Nous avons pu comparer les patients qui avaient une pneumopathie interstitielle chronique de ceux qui n'en avaient pas. Ce que l'on voit, c'est que l'âge du début
de la maladie est un peu plus tardif chez les patients qui ont une pneumopathie interstitielle au diagnostic que les autres, comme vous pouvez le voir sur la première colonne. Ce que l'on voit aussi comme différence significative, c'est le score clinique de la maladie au diagnostic qui est un peu plus élevé chez les patients qui ont une pneumopathie interstitielle en comparaison de ceux qui n'en ont pas. Les symptômes respiratoires sont plus fréquents chez les patients qui ont une pneumopathie interstitielle que ceux qui n'en ont pas et qui peuvent avoir une autre atteinte. Et enfin, en ce qui concerne les auto-anticorps, on retrouve comme chez l'adulte une plus grande fréquence des anticorps anti-MDA5 de façon significative chez les patients qui ont une pneumopathie interstitielle par rapport à ceux qui n'en ont pas. On ne retrouve pas d'autres différences selon les auto-anticorps présents au diagnostic. Ici, quelques images de pneumopathie interstitielle chronique chez des patients présentant une myopathie inflammatoire. Il ne s'agit que de filles, alors que dans notre cohorte, il n'y avait pourtant pas de différence de sexe ratio. Ce que l'on peut voir donc, chez 3 de ces patientes avec des patterns un peu différents. Donc, la première patiente est une patiente de 12 ans au diagnostic qui a un syndrome des antisynthétases avec des anti-IgO1 positifs. On retrouve cette disposition sous-pleurale dans les zones antérieures et supérieures et dans les zones postérieures et inférieures, avec dans les zones supérieures du verre dépoli et déjà quelques lésions microkystiques, et dans les zones postérieures et basales du verre dépoli. À 3 ans d'évolution, la patiente a des EFR normales grâce au traitement que nous avons mis en place avec une régression des symptômes puisqu'elle a développé rapidement une dyspnée des formes et on voit en revanche que les lésions scanographiques persistent et progressent avec plus de lésions kystiques et toujours du verre dépoli mais un peu plus dense en postéro-basal et apparition de lésions plus proximales ici. À droite, une patiente de 12 ans qui présentait une dermatomyosite anti-MDA5 positif et vous allez voir sur les images et d'évolution que malgré la positivité des anticorps anti-MDA5, l'évolution a été favorable, puisqu'ici au diagnostic, nous avons toujours ces lésions antéro-supérieures et postéro-basales avec ici un discret verre dépoli, une fine lame de pneumomédiastin chez cette patiente au diagnostic qui avait une dyspnée d'effort, et puis à 4 ans d'évolution et de prise en charge, des EFR normales et une régression même des lésions kystiques sous-pleurales et une normalisation quasiment du scanner. Enfin, un autre cas avec des anticorps anti-SAE qui là développe un pattern assez caractéristique chez ces patients anti-SAE, en tout cas chez l'adulte, de pneumopathie organisée. Donc la pneumopathie organisée donne des foyers de condensation alvéolaire avec le signe du halo inversé ou de l'atoll, c'est-à-dire ce sont des condensations en verre dépoli avec autour plus de zones condensées que l'on voit ici dans les zones antérieures et supérieures et dans les zones postéro-basales avec actuellement une évolution stable sous traitement et des EFR normales. Concernant les atteintes du lupus érythémateux systémique, qui est la 3e grande connectivite dont nous parlons aujourd'hui, les atteintes respiratoires ont une fréquence chez l'enfant qui est très variable selon les séries et nous allons nous intéresser à la cohorte multicentrique française. Dans les séries, en effet, on retrouve des atteintes respiratoires allant de 5 à 67% de fréquence. Ces atteintes sont diverses dans le lupus érythémateux systémique. Il peut s'agir d'épanchement pleural de type pleurésie, il peut s'agir de pneumopathie lupique aiguë, il peut s'agir de shrinking lung syndrome dont nous allons expliquer les caractéristiques et la définition. Mais les patients atteints de lupus peuvent aussi présenter une hémorragie intra-alvéolaire qui peut mettre en jeu le pronostic vital, une pneumonie interstitielle chronique, une hypertension pulmonaire, des embolies pulmonaires et de la thrombose et un risque accru d'infection. Dans la cohorte française multicentrique qui est en cours de publication, cette cohorte comprenait 375 patients avec 10% d'atteinte pulmonaire, soit 38 patients. Parmi ces 38 patients, on retrouvait 39% des patients qui avaient présenté au moins un épisode de pleurésie. Il s'agit de la manifestation respiratoire la plus fréquente du lupus, à la fois dans cette série, mais aussi dans les données de la littérature chez l'enfant. Elle va se manifester par une douleur, parfois une fièvre. En général, l'épanchement pleural est assez peu abondant et on retrouve des anticorps antinucléaires positifs dans le liquide d'épanchement. L'autre présentation aiguë possible est la pneumopathie lupique aiguë, qui va toucher 22% des patients dans cette cohorte, qui se manifeste comme une infection, une pneumonie franche-lobaire aiguë communautaire, avec une toux, une dyspnée, une fièvre. Elle peut révéler parfois la maladie, avec des images scanographiques qui ne sont pas spécifiques. 13% des patients dans la cohorte avaient une PID chronique, qui se manifestait par une toux chronique, une dyspnée d'effort, avec souvent un retard dans le diagnostic, puisque la dyspnée d'effort va être masquée par l'atteinte musculo-squelettique qui peut parfois
faire retarder l'apparition d'une dyspnée d'effort. C'est vrai pour le lupus, mais c'est vrai également pour les autres maladies dont nous avons parlé. Et le Shrinking Lung Syndrome, qui est vraiment assez spécifique du lupus, qui était présent chez 9% des enfants de la cohorte qui avaient une atteinte respiratoire. Cette atteinte est liée à une atteinte musculaire diaphragmatique avec un dysfonctionnement du muscle diaphragmatique. L'apparition est progressive avec une dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement, parfois des épisodes de douleur thoracique. Le scanner ne montre pas de lésions parenchymateuses pulmonaires, mais va montrer des petits volumes pulmonaires avec une ascension des coupoles diaphragmatiques et parfois des lésions d'atelectasie basale qui sont en fait des atelectasies passives par hypoventilation. Le diagnostic n'est pas toujours facile à réaliser. Il va être évoqué sur ces éléments clinicaux radiologiques avec un syndrome restrictif aux EFR caractérisé par une baisse des volumes, mais sans baisse de la DLCO. Et le diagnostic va être réalisé maintenant grâce à l'IRM diaphragmatique dynamique qui est le meilleur examen qui permet de démontrer qu'il existe un dysfonctionnement des coupoles diaphragmatiques. Ce dysfonctionnement peut être aussi étudié en échographie diaphragmatique, mais c'est un peu plus difficile et il faut avoir un opérateur expérimenté. Et cette atteinte peut aussi être démontrée par des enregistrements électromyographiques, mais qui ne sont pas très faciles à réaliser et qui sont assez invasifs. Le lupus peut aussi se compliquer de lésions d'hémorragie intra-alvéolaire. Il s'agissait de 22% des patients présentant une atteinte respiratoire dans la cohorte multicentrique française. Le diagnostic de l'hémorragie intra-alvéolaire, quelle qu'en soit la cause, est fait devant un tableau de détresse respiratoire aiguë associé à une déglobulisation, parfois une hémoptysie, mais les hémoptysies ne sont pas constantes. Au scanner, les lésions sont typiques avec des opacités en verre dépoli en motte et le diagnostic positif va être réalisé grâce à l'examen du liquide de lavage broncho-alvéolaire qui est le seul examen qui permet de confirmer le diagnostic grâce à la coloration de Pearls qui colore le fer en bleu et donc les macrophages deviennent ce qu'on appelle des sidérophages, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de fer et d'hémosidérine et cela traduit l'existence d'un saignement intra-alvéolaire et le diagnostic est posé grâce à un score qu'on appelle le score de Gold qui doit être supérieur à 100 ou lorsqu'il y a plus de 20% de macrophages bleus, c'est-à-dire plus de 20% de sidérophages. Dans cette première partie, je vous ai donc présenté les différentes atteintes possibles des principales connectivites de l'enfant. En conclusion, ces atteintes sont donc diverses et multiples. Elles sont de gravité variable. Certaines peuvent mettre en jeu le pronostic vital rapidement et conduire à de multiples traitements immunosuppresseurs agressifs et voire dans certains cas la transplantation pulmonaire en urgence. D'autres atteintes chroniques sont plus insidieuses mais nécessitent néanmoins un suivi puisque certaines peuvent s'associer à une évolution vers une fibrose pulmonaire et à un risque d'insuffisance respiratoire chronique. Dans une deuxième partie, nous allons parler maintenant de la prise en charge et des traitements de ces atteintes.